Wow. Comment tu vas, mon gars? Ça va et toi? Super, super. On est au Wood Studio, incroyable lieu qui nous accueille. Pour tourner cette petite vidéo, on a sorti un documentaire qu'on a co-créé, qu'on a déjà projeté 2 fois en avant-première en salle, si on peut dire ça comme ça. Une fois à Bruxelles, une fois à Liège, évidemment. Bruxelles, Liège. Yes. Et donc, on avait envie de revenir dessus parce que ça fait 2 ans maintenant que tout a commencé d'ailleurs ici où on est. On peut peut-être expliquer un peu. Exactement. Durant l'été 2023, tu me dis, voilà Sylvain, j'ai un projet qui est en cours de route, je suis en train de le créer. J'aimerais que tu viennes filmer en tout cas certaines étapes de création. Documenter ce truc, quoi, ce projet que je ne savais pas du tout où ça allait mener au départ. Au départ, c'était juste l'enregistrement d'un EP ici au Wood Studio. Bon, je savais que j'avais quelques étapes en tête, mais je ne savais pas du tout comment j'allais les concrétiser encore. Donc c'était vraiment intéressant, je trouve, de documenter la naissance d'un projet artistique, quoi. Et donc, sans savoir où il allait encore, si ça allait marcher, si ça allait pas marcher. Et voilà, du coup, ça a commencé comme ça, au Wood Studio, où on est de retour. Nous, on avait envie un peu de célébrer cette sortie, comme il se doit, quoi. Et donc, on a quand même préparé des caméras, on a préparé quelques questions, mais toi, tu sais pas les questions que je vais te poser. Et toi, tu ne sais pas les questions que je vais te poser. Voilà. Et on a aussi des questions de la communauté sur les réseaux, et on a aussi des questions un peu plus fun. Voir si on se connaît un peu. Exactement. Comment est-ce qu'on s'est appréhendé? Finalement, je pense qu'on se connaît surtout à la base, on se connaissait pas. Et je pense qu'on se connaît à travers le fait de partager un projet artistique et on apprend à connaître vraiment super bien une personne, je trouve. Je trouve que les années artistiques, j'étais presque doublée, quadruplée. J'ai l'impression que l'art, quand même... Allons-y. Straight to the point. 3, 2, 1... Alors, on a prévu plusieurs questions. J'ai des questions, tu as des questions. Ça, c'est toutes tes questions. Ok. Moi, j'ai toutes mes questions ici. Ok. Vas-y, baptême de feu. Baptême du feu. Numéro 1. Question. Est-ce qu'on se laisse envahir par l'émotion lorsque l'on est derrière une caméra, en train de filmer le réel, ou est-ce qu'au contraire, on reste hyper focus sur la technique pour ne rien rater? La technique, elle est vraiment à gérer ultra vite pour essayer d'être en phase avec le moment que tu es en train de vivre. Mais tu penses que c'est essentiel, du coup, c'est ça ma question, parce qu'on a vécu des moments, pour recontextualiser un peu, hyper forts en famille, tout ça, rien de prévu. Oui. Est-ce que, du coup, j'imagine, moi, allez, c'est comme moi, si j'ai trop d'émotions sur scène, c'est pas super, quoi, des fois. Tu vois, il faut quand même... Et donc, toi, pareil, même si la technique, tu l'as bien mise au point, t'es quand même en train de capter le réel, il n'y a rien de scripté, tu peux pas la refaire. Non. Et donc, tu es dans des conditions documentaires, c'est ça qu'il faut aussi. Oui. J'ai tourné toutes les images du documentaire, donc je ne suis pas forcément un réalisateur externe avec une équipe, etc. Donc, j'étais derrière la caméra. Tu restes quand même aux aguets de ce qui se passe, mais tu sais pas ce qui va se passer, dans l'énergie. Même. Exactement. Il y a eu quelques moments, en tout cas, dans le documentaire qui ont été assez forts avec les femmes. Ouais. Quand il y a eu la première fois que vous avez chanté ce chant tout ensemble et que vous êtes toutes mises à pleurer après parce que c'était intense en vrai. Ouais, et moi je veux t'avouer que quand je filmais cette scène-là, c'était complètement différent en fait parce que d'une certaine manière je suis déconnecté du réel un peu parce que je ne le vis pas de la même manière que vous. Mais en même temps le vivre à travers ma caméra c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est là que tu te dis que tu saisis un beau moment que tu n'as pas envie de foirer en disant il faut que je le filme cet instant sous 4 prises différentes parce que... Tu ne saurais pas même, de toute façon. Enfin, en tout cas, ce serait de gâcher l'instant présent que tu es en train de filmer. Ouais. Chose relativement particulière, c'est que je suis monteur de formation. Ouais. Et donc, qui dit monteur, dit en tout cas que je pense montage et que je pense association parfois de plusieurs plans pour donner en tout cas une texture ou une sensation qui va se rapprocher de quelque chose qu'on vit. Mais quand tu vis des moments forts là comme ça, c'est le moment où il faut se laisser bercer et... Je dirais que c'est ultra important de se laisser porter par ce qui se passe. La caméra elle est au service de ça en fait en réalité. Mais c'est sûr que d'une certaine manière tu te protèges un petit peu à travers une caméra. Mais merci. Ça va, j'ai bien répondu pour ma Trop première question. C'est bon, t'es prêt, t'es chaud. Alors, quand on regarde le docu, tout a un sens. On parcourt le film sous différents chapitres qui sont liés à la table. La table semble le fil conducteur de l'histoire. Comment as-tu travaillé la structure de la voix off? Ça n'était pas un choix artistique qu'on a décidé de prime abord, la voix off. Ça n'a pas été un truc, on s'est dit, on va faire un docu avec voix off. Mais en fait, on a vite capté les limites par rapport à l'enfance, par exemple. Pour moi, c'était impossible qu'on raconte cette histoire sans avoir un petit moment
qui revenait sur d'où je viens. Mira maman. Je m'appelle Maria Elena Sánchez Fernández. Mais tout le monde m'appelle Nena, la niña, la petite fille. C'était indispensable et donc moi je voyais pas trop comment l'expliquer mes racines sans voix off, quoi. Si tu te souviens bien, on a réalisé tout ça sans scénario, sans script. Puis on s'est retrouvé avec une masse d'images qui était suffisante. Il fallait construire le fil rouge a posteriori, quoi. Et donc là, c'est là que je me suis dit, écoute, je vais écrire mon histoire, comme si j'écrivais un bouquin. Je me rappelle, j'étais en Espagne, tu étais en Belgique, et je te dis, écoute, je vais écrire comme l'histoire comme je l'ai vécue, comme si c'était un truc intime, un bouquin, un livre. J'ai commencé à écrire des chapitres, et forcément, j'ai commencé par l'enfance. Et puis, alors là, du coup, la voix off, elle s'est dessinée de manière assez naturelle. Mais voilà, c'était pas un choix. Je ne me souviens pas qu'on se soit dit, on va faire un docu avec une voix off, quoi. Alors qu'au final, ça se prête super bien, comme tu dis, tout a un sens. Maintenant, je trouve que maintenant, ça va très bien avec mon projet, avec mon identité artistique, la voix off. Ça donne un petit côté journal intime. D'ailleurs, c'est en écrivant que j'ai trouvé les trucs de la table. Okay. Table, chapitre 1, la meilleure place à table. Donc c'était l'enfance, la joie, tout ce qui me ramenait à la joie de mon enfance. Et voilà, l'écriture vraiment sur papier a été un outil et qui est devenu une évidence après voix off, quoi. En fait, du coup, ce qui est assez flashant et super intéressant, c'est de voir que depuis le début du projet, parce qu'on a travaillé sur le documentaire, on a fait aussi des petits projets annexes, par exemple les photos de couverture d'album, dans lequel la table, c'est la table, tu vois. C'est un truc de fou. Déjà, en fait, le truc, j'ai le sentiment, moi de mon point de vue, c'est que c'est vraiment le fil rassembleur de toutes tes idées, et c'est comme si ça t'était venu naturellement en expliquant les choses, et c'est pour ça que je dis que tout a un sens. C'est un truc de malade parce que quand j'y repense, parce que tu étais là pour le shooting aussi, effectivement, de l'EP, et c'était bien avant tout ça. La table, c'était pas la première idée. Et en fait, c'est marrant, mais je crois que c'était un des moments les plus durs de mon projet où j'avais la musique et j'avais pas les images. Enfin, je me rendais un peu malade à cette époque-là. Et finalement, le rouge, la table, ça a été... à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer. Enfin, je me suis jamais dit, ok, c'est le bon choix. Mais je me rappelle que vraiment la cohérence artistique entre les images, les clips, le docu, la musique, à un moment donné, je me disais, j'y arriverai jamais. Enfin, j'arrive. Et en fait, maintenant, 2 ans après, je regarde tout. Comme quoi, il y a un truc, à mon avis, qui se passe dans le cerveau, un peu de... Au départ, tu fais des choses, tu n'as pas l'impression que ce sont des actes hyper clairs dans ta tête. Des fois, tu dois, parce que tu n'as pas le temps, tu dois trancher, ok, je vais vers ça, parce qu'il faut faire. Et en fait, à la fin, quand tu te laisses guider par cet instinct et tu fonces, moi, en tout cas, j'ai senti, putain, il y a tout qui... Je vois le docu, tout le triptyque que j'ai maintenant, c'est-à-dire le live, l'EP, le docu, enfin, et pas que triptyque, les visuels. Effectivement, cette table est au centre de tout, mais pas forcé, quoi. Et quand j'ai revu les rushs de mon enfance et tout, pareil, quoi. C'était évident que cette table... Donc, il y a quand même un truc subconscient dans l'art. Ouais. Si tu suis un peu... qui tu es et que tu es assez authentique dans ce que tu fais, tu n'essayes pas de te travestir, j'ai l'impression qu'après, le fil, il se fait même tout seul, quoi. En fait, le documentaire, tu l'as aussi axé sur même les thématiques des chapitres qui sont reliées à la table. En fait, tu as quand même de l'ordre d'un cycle. On commence avec la petite enfance, puis on arrive à la fin, le fait d'être en accord avec... La légitimité, quoi. Exact. Ouais, et en fait, après, ça a commencé... je me suis inspirée. Enfin, je me rappelle, je lisais beaucoup de bouquins aussi à l'époque. Bouquins d'une Coréenne, et c'était aussi tout centré autour de la table, avec sa mère, son lien avec sa mère. Et c'est pas un hasard aussi que je lis, je consomme des trucs comme ça. Et en fait, la table, pour moi, du coup, le P, tout faisait sens. Mais voilà, en fait, on aurait pu penser que tout en amont avait été préparé. Et ça a été des décisions petit à petit. Et je crois que la musique guide les images. Puis les images reguident encore une fois la musique, le live. Et puis, on fait un docu, je repense à l'EP. Enfin, voilà. Et à un moment donné... je suis super contente de voir maintenant, de regarder en arrière, de me dire putain, c'est cohérent, quoi. Ça marche bien. Ouais. Ça marche bien, et puis je trouve que c'est des belles images. La symbolique entre la table et finalement les thèmes dont on va parler, elle est quand même assez bien trouvée. Assez smart, je trouve. Yes, I. Ouais, bien ouais. Quand est-ce que tu as compris que ce film avait une âme et que ce n'était pas juste un projet que tu documentais? Le tournage du documentaire La Raïs, on a tourné pendant un peu plus d'1 an. Ouais. Plus d'1 an avec des moments très espacés, etc. et des phases de création très particulières, enfin très définies. J'ai commencé le montage en
En novembre, tu rentrais dans la phase d'écriture, parallèlement à la phase de dérochage, en fait. On a... Toi, des rushs, moi, écriture, mais chacun de son côté. Exactement. J'ai pas vu encore les rushs, moi. On s'est retrouvés, on a discuté de comment est-ce qu'on voulait commencer à narrer, en tout cas le documentaire. On avait quand même quelques scènes un petit peu où on savait dans quel moment du film on voulait les mettre. Je me souviens, maintenant que tu dis ça, pour pouvoir aller à l'essentiel dans le montage et dans l'écriture, je te racontais tout ce que je vivais pour que tu puisses à un moment donné comprendre. Je me rappelle. En fait, c'est essentiel de comprendre un peu comment est-ce que je vais essayer de raconter ton histoire, d'être le plus juste possible et peut-être même d'essayer de l'encenser, de le mettre à une dimension peut-être à laquelle on n'avait pas forcément pensé, d'amener de la poésie dans ton histoire, en tout cas dans tel ou tel moment. Quand j'ai fait une première vision avec la partie enfance, les premières musiques... J'ai pleuré d'ailleurs, comme une madeleine. Moi, je me suis un peu dit, oh, là je pense qu'on a... C'est le montage qui m'a fait chialer d'ailleurs. Ouais. C'est ouf, ça nous touche tous d'une manière différente, en tout cas on se reconnecte tous à la famille. En tout cas, si je ne connais pas l'Espagne, j'ai l'impression que je me vois dans cette voiture en train d'aller en Espagne, arriver à créer une connexion avec quelqu'un qui n'a absolument rien à voir. Le truc qui a été fort avec le montage, si je peux me permettre, c'est comment trouver dans le montage, moi j'ai l'impression que c'est ça, là où on a trouvé en tout cas, c'est quand on a trouvé l'équilibre entre je raconte juste assez que pour qu'ils rentrent en empathie avec moi et qu'ils sortent concernés. Dans les images d'archives, tu nous parles de Bartolo, de ton histoire Bartolo, histoire que tu partages avec ton grand-père. Peut-être pour recontextualiser pour ceux qui voient cette vidéo mais qui n'ont pas encore vu le docu. Exactement, ouais. Bartolo, petit moineau, qui nous rend visite chaque jour. Mon grand-père avait créé tout un personnage autour d'un petit moineau. En Espagne. En Espagne. Et j'en parle dans le docu, mais voilà. Exactement. J'en dis pas plus, mais comme ça. Et chose relativement incroyable, c'est qu'il y a malgré lui un clin d'œil qui fait... Mais je ne sais pas si tu avais conscience de ça. Ah non, mais après, dans le présent, quoi. Non, pas du tout. C'est ça qui était magique. Le pont, c'était trop fait de le passer le présent. J'avais pas tilté, moi, parce qu'au moment où je fais l'entretien, parce que Bartolo fait partie, tu vois, du récit familial. Donc, quand on est en train de faire l'entretien en Espagne, il parle de ça, je dis, ah bah oui, Bartolo, il est dans mes chansons. Moi, j'ai oublié ça, tu vois, après, puisque c'est tellement quotidien chez moi. Puis quand je réécris mon histoire, je parle de ce petit moineau. Puis on monte. Et puis on dérush le lot et on se dit, ah putain. Et il y avait déjà l'écriture du chapitre 1, je sais pas comment. Et là, ça a fait vraiment, ah, j'en parle dans le chapitre 1. Et lui, il en parle sans que moi, j'aborde le sujet. Et là, je me suis dit, oh, passé, présent, tchouk. Trop beau, quoi. Je trouve que la poésie et le côté, l'âme que je peux retrouver dans ce documentaire-là, pour moi, c'est vraiment le regard d'une petite fille qui cherche des réponses à des questions, que ton grand-père te ramène, un peu le côté Big Fish, le côté le rêve, les histoires qu'on nous raconte depuis qu'on est petit, qu'on extrapole, et qu'en réalité, finalement, qui tiennent un peu de choses, parfois. Et j'ai trouvé ça une tellement belle fermeture de parenthèse. Pour moi, c'était le plus beau du docu, et je pense que j'ai compris ça grâce au docu. C'est ça qui est dingue, ce que tu dis là, ce point-là. Moi, j'avais toujours vu ma famille comme des personnes très pragmatiques, très militantes, c'est noir, c'est blanc, c'est comme ça. J'avais pas vu tout de la poésie, et tu vois, même à tel point qu'on m'appelait un peu l'ovni dans la famille. En fait, c'est en faisant le docu, je me suis dit, mais il y avait quand même beaucoup de magie, beaucoup de poésie aussi, en fait, même si je m'en rendais pas compte. Même eux, peut-être, s'en rendaient pas compte. Et je crois que c'est le docu qui m'a fait percuter ça, en l'écrivant avec toi, tu vois. Yes. Voilà. Dans La Raïs, il y a un travail de mémoire. Le passé vient bousculer le présent. On prend conscience de l'importance que tu mets dans les histoires qui se transmettent. Peux-tu me parler de l'importance à tes yeux des petites et grandes histoires, de comment elles ont pu te guider jusqu'à aujourd'hui? Mais ça, c'est pas vraiment le docu, tu vois, c'est la musique, quoi, qui m'a fait prendre conscience de ça. Je me suis servie de beaucoup de ces petites histoires. Je trouvais que quand on doit écrire un peu de manière poétique, et transmettre des messages, pour dire des choses qu'on ressent super fort, ou même dire des choses politiques, c'était beaucoup plus beau de le dire avec des petites histoires, des petits récits, et pas des grands mots de la grande histoire, en tout cas. Donc déjà, dans ma démarche d'écriture de chansons, je suis plus à utiliser des petites images, des petites choses qui vont, j'espère, faire passer, en tout cas moi ça me fait du bien, ça me crée ça, l'émotion essentielle à comprendre un truc peut-être un peu plus grand, ou qu'on a envie, on a envie de leur raccorder à ce qu'on veut. Mais par exemple, si je veux parler de fascisme, je ne vais pas l'aborder frontalement, Je vais l'aborder plutôt avec des histoires d'amour. J'aime bien écrire comme ça. Et en fait, dans ma famille, il n'y avait pas de grands intellectuels, quoi. Donc,
L'histoire, je l'ai apprise, l'histoire de l'Espagne, même internationale, l'histoire du Chili, je l'ai apprise grâce aux petites histoires, quoi. On a été dans telle manif ce jour-là, et ce jour-là, c'était tel condamné à mort. Et donc, nous, on était sortis, on avait fait ça, ça, ça et ça. C'était pas... La justice sociale, pareil, c'était pas dans les livres. Il n'y avait pas des livres de Marx à la maison. Okay. Mais c'était une figure que je connaissais déjà, assez jeune. Donc voilà, pour moi, c'est ça aussi qui avait quelque chose de peut-être plus poétique, qui nous amène vers... Parce que les petites images sont toujours plus belles, moi je trouve, ces images-là, que les grandes lignes théoriques, quoi. Ouais. Donc voilà, je crois que ça se ressent dans tout mon projet, tout le monde le sait, je pars toujours de l'infiniment petit. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus impactant, de plus vrai aussi. Plus on part vers des vérités qui sont proches de toi, plus on part d'une micro-histoire, et plus on peut toucher un peu la vérité, quoi. Plus on va dans le large, plus on risque de se planter, de se tromper, quoi. Et je dis toujours sur scène, d'ailleurs, que c'est... même les gens qui se sous-estiment souvent, face à toutes les injustices et face à l'amorosité ambiante et toutes les nouvelles du monde là, qu'on se prend dans le visage, des fois on a tendance à se sentir impuissant. Et moi, j'y trouve un levier d'action dans les petites histoires et dans les petits récits énormes. Donc moi, ce que j'essaye de véhiculer... et ça, c'est mon engagement. Ouais. C'est vraiment un truc important pour moi. Je note souvent, d'ailleurs, sois plus impactante dans cette prise de parole, parce que pour moi, c'est essentiel, sans être moralisatrice, jamais, tu vois, de me dire c'est comme ça qu'il faut faire. J'essaye toujours, en tout cas, de faire passer le message que les petites histoires, les petites choses du quotidien, dans l'intime, sont souvent révélatrices de quelque chose de plus grand. Okay. Ouais, parce que tout ce qui se passe dans l'intime est profondément politique, notamment, tu vois, la condition de femme. Ouais. C'est un exemple parmi 1000. Donc moi, j'essaye vraiment, s'il y a un message et qui a été effectif pour moi aussi dans mon affirmation de personne, de qui je suis, en partant du plus petit, j'ai fait des choses, tu vois, que je me serais pensée incapable. Okay. Donc voilà, moi, c'est vraiment les petites histoires, c'est toujours mon axe de révolte, de lutte personnelle, de révolution personnelle et collective. C'est de partir du plus petit, de l'infiniment petit pour parler. Vous ne serez jamais au plus juste qu'en partant du petit. Et vous ne serez jamais plus impactant qu'en partant pour les autres aussi. En partant du petit, quoi. Okay. Et voilà, ça se sent dans la musique. Je crois qu'on a parlé de ça aussi dans le docu, quoi. En tout cas, c'est un bel hommage dans le docu. C'est quelle partie que tu préfères dans la réalisation d'un film? La pré-prod, le tournage, la post-prod? Je suis monteur. C'est vraiment mon travail. À la base, je reste dans des stations de montage pendant des jours et des jours et des jours. J'adore le montage. J'adore en fait trouver quand les rouages se mettent ensemble, s'imbriquent, qu'on trouve un fil conducteur, une histoire. J'adore cette partie créative-là. Néanmoins, je préfère, je pense, être sur les tournages et vivre avec les gens en même temps ce qui se passe. Ah ouais? Ouais. Je préfère ce côté, faire presque aussi partie de la famille. Et être aussi un peu un premier spectateur de plein de choses, au même titre que les gens qui sont avec toi, quoi. Parce que c'est sûr que le travail de monteur est beaucoup plus solitaire. C'est l'aller-retour qui est magique, moi, je trouve. L'aller-retour entre moi, je suis pareil, j'ai un travail collectif et un travail solo toujours. Et je pourrais pas faire que du collectif. Tu vois, tu pourrais pas faire que du tournage. Non. Et tu pourrais pas faire que du travail solo. Mais ce qui est cool, c'est que l'aller-retour, tu peux apprécier à sa juste valeur le travail solo parce que tu sais que t'as. Ouais. Je sais pas si tu ressens ça, mais... En tout cas, j'ai toujours fait de la photo, vidéo depuis très longtemps. Et c'est sûr que j'ai toujours kiffé faire des tournages, être sur place, voir la magie d'un moment se créer. Ah, c'est très collectif, l'énergie d'un tournage. Voilà, en fait, je pense que c'est... une grosse famille sur un tournage, ouais. Et je pense que tu ne retrouves pas forcément la même quand tu finis une épreuve d'un tournage ou quoi, de clip ou quoi. Tu sais, il y a ce moment où c'est fin de tournage et tout ça. Et puis tu projettes, puis en fait tu as un esprit de famille qui guide un peu tout un tournage, qui est un peu différent quand tu fais de la créa en termes de montage. Je précise ce que j'aime vraiment beaucoup encore, mais c'est vraiment un processus complètement différent. C'est plus un processus d'écriture solo qui demande de se plonger dans le truc. C'est plutôt, ouais, je vois ce que tu veux dire, voilà. Ça résonne en moi évidemment, parce que c'est pareil. Mais tout le monde qui avance dans le même sens dans un tournage, c'est super beau, quoi. Tout le monde qui sue, tu vois, c'est dur. Tout le monde qui sue des gouttes pour arriver au même résultat. Pour une cause, c'est quand même assez beau, quoi. À fond. Ouais, je suis d'accord. Et en même temps que je peux pas non plus avoir que ça, parce qu'il y a certains moments où je me retrouve aussi très bien dans mon petit cocon et essayer de créer différemment, voilà.
J'aurais tendance à dire ça. Ouais. Ouais. Yes. La raíz, ça parle de ton besoin de déconnexion et de reconnexion aux valeurs fondamentales, à soi, à la famille, aux liens. Peux-tu me parler de l'importance des liens et de la famille? Ouh, vaste. Un gros sujet chez moi. C'est vraiment une des plus grandes sources d'inspiration dans ma vie, même, pas que dans la musique. C'est les liens, quoi. Mais les liens qui se défont aussi, quoi, et qui se refont, et ce besoin aussi d'éloignement que j'ai ressenti très fort dans ma vie. La famille est super importante pour moi. La raíz, elle parle de ça aussi, que j'ai eu besoin vraiment, à un moment donné, de pas couper les ponts. J'ai jamais coupé les ponts avec ma famille, mais je me suis très fort éloignée de ma famille à certains moments. Je me sentais pas toujours comprise par ma famille non plus, dans mes choix. Et donc c'est un truc sur lequel je parle souvent dans mes chansons, quoi. C'est incroyable. Et là, en vieillissant, c'est bizarre, mais ce projet nous a aussi rapprochés, alors qu'il nous distanciait à la base, parce que quand j'ai décidé d'être artiste à temps plein, et en tout cas de faire tout pour... c'était pas du tout un truc que mes parents ou ma famille comprenaient. Ils n'avaient pas les codes, forcément, tout ça. Et maintenant, finalement, en fait, ça nous a quand même rapprochés, quoi. Ça a été une super source d'inspiration dans cette EP, en tout cas. Maintenant, je sais que j'ai envie de faire autre chose. C'est un thème que j'ai l'impression d'avoir vraiment exploité jusqu'à la moelle, quoi. Parce que c'était vraiment ce qui résonnait peut-être plus fort en moi, quoi. C'est plus la quête identitaire, en fait. Mmh. C'est vraiment ce besoin de savoir qui je suis vraiment. Et en fait, à travers si tu veux savoir qui t'es, j'ai l'impression que t'es obligé quand même de faire toujours ce lien famille, éloignement. J'ai l'impression qu'on se construit comme en opposition et en similitude. Enfin, je sais pas. C'est dans cette zone de fuite et retour qu'on se construit, quoi. Tu vois, par opposition aux valeurs dans lesquelles on est né. Et des fois, on y retourne. Parce que des fois, on part tellement loin qu'on se dit « wow, je suis pas de ce monde-là non plus, tu vois. Non, je suis bien des miens, quoi, tu vois. Et voilà, le temps fait bien son travail. Et ouais, c'est hyper thérapeutique aussi d'utiliser la musique pour parler des liens familiaux et des liens tout court. Ça soigne plein de choses, quoi. Parce que j'ai besoin tout le temps d'avoir des relations fortes. Dans ma famille, on a tous des relations hyper intenses. On est tous super proches, on est tous hyper intenses dans les conflits comme dans l'amour et dans le besoin d'être ensemble comme de ne pas être ensemble. Et j'ai besoin de relations hyper intenses dans mon travail, dans mes amitiés. Mais voilà, j'essaye aussi, je sais bien qu'on discute avec mon band par exemple, avec qui c'est la plus grosse famille que j'ai, famille choisie en dehors de ma famille, des miens, avec qui je ressens vraiment ce truc très tribu. On dit toujours, c'est cool, on est une famille. Mais moi, j'aime toujours dire aussi, la famille, ça pèse aussi. Tu vois, et je le sais pour en avoir parlé. Tu vois, la famille, c'est pas une glorification de la famille, mon projet. C'est aussi tout ce qui nous oppresse, quoi, de la famille. J'ai envie qu'on se sente comme en famille quand on est ensemble, mais je veux qu'on se sente libre aussi de la quitter, quoi. Il faut trouver un peu un équilibre dans cet espace collectif qui est un système, quoi, famille. Pour se sentir bien avec les autres, se sentir bien avec soi-même, dans ses valeurs. Et c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que je sens que j'ai besoin de respecter ça chez l'autre aussi, quoi. Est-ce que ce film t'a appris des choses sur la création musicale? Oui. Ou pas, hein, c'était pas obligé de dire. Mais je m'étais dit, tiens, j'ai envie de lui poser ça, quoi. À fond, à fond. Je suis venu dans ce studio il y a environ 2 ans et demi. Ouais. Et c'est vraiment la première fois que j'ai rencontré tous les membres du groupe, etc. Je suis arrivé avec ma petite caméra ici en mode « Salut, coucou les copains !» Je connaissais personne. Je trouvais ça assez fou de voir comment tous ces acteurs de la musique cohabitent ensemble. Il y a eu quand même certains moments, en tout cas je vais parler de différentes phases en studio et en résidence musicale, où j'ai vu le ping-pong entre la musique et le chant. C'est assez drôle de te voir toi avec du coup tes compositions de base, la manière dont ça a été retravaillé par tes musiciens, qu'est-ce qu'ils apportent, te voir ne pas non plus te laisser dépasser par le projet que tu as amené. Donc c'est pour ça que j'ai tout le monde au service de ce projet-là. Moi je trouve ça assez intéressant. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'en fait ça a commencé là et puis ça a fini là. Parce qu'il y a des trucs où pendant
5 jours de résidence, je les entendais. Ça change encore d'ailleurs. En fait, j'ai vu le début de la créa, le début de votre team en fait aussi se créer ici. Voir la complicité entre tes musiciens et toi se créer en fait de jour en jour en résidence. Ouais. C'était un truc super agréable à voir. Entre eux aussi, parce qu'ils se connaissaient pas tous. Entre eux, mais c'est. Ils se connaissaient certains, mais d'autres se connaissaient sans se connaître, se sont rapprochés. C'est clair. Et en fait, ça a quand même bien matché parce que les résidences, c'est les premiers journées où on passe vraiment tous ensemble. Moi, je découvre Antoine Rottier aussi. Je ne connaissais pas. Et ça, je me rappelle, il est arrivé, il a joué Que les Mosmas. Il venait d'arriver parce qu'on l'a appelé la veille. C'était trop beau, quoi. Ça sonnait trop bien. J'étais là. Et humainement aussi. À fond. Bon, il y a des matchs aussi un peu magiques comme ça, quoi. Ça marche pas toujours. Hein. Non. Mais là, ça a bien marché. Ouais, c'est cool, c'est la magie de. Et on a envie d'avancer en plus, du coup, à continuer. Ça, c'est cool. Très, très cool. Ouais, ils sont incroyables. Big up la team. Le risque d'un documentaire sur soi, raconté par soi, est parfois de tomber dans un discours égocentrique. Comment as-tu joué avec ces codes? Et c'est tout l'enjeu d'un projet artistique même. Hein. Et c'est toute la réflexion que j'ai dans le chapitre 2, puisque c'est de toute façon avant de faire un documentaire, avant que j'accepte de faire un documentaire sur moi, enfin sur moi, pas sur moi, hein, entendons-nous bien, mais sur mon projet, je me suis demandé plein de fois pourquoi moi monter sur scène. Parce que moi déjà de base, le rapport à la scène et aux gens qui t'applaudissent, qui t'acclament et que toi t'es dans les lumières, etc., j'ai toujours trouvé qu'il y avait un rapport un peu de supériorité de l'artiste, tu vois. Enfin, je sais pas, un truc en tout cas qu'il faut se donner. C'est pas facilement accessible cette posture-là. Ouais, okay. De se la donner. Tu vois, il faut beaucoup de confiance en soi, il faut un ego aussi de côté. Moi, je dis toujours devenir artiste et accepter de monter sur scène. Tout ça, c'est d'avoir aussi un ego, de se connaître, au sens de se connaître, pas au sens de s'aimer. Mais aussi de savoir mettre son ego de côté de ouf, parce que tu dois accepter une vulnérabilité qui est telle. C'est vraiment dur, tu t'exposes devant... Tu peux faire plein de conneries devant les gens, quoi. Tu vois, en direct, te casser la gueule, tu peux tomber, t'emmêler dans des fils, bégayer, mal chanter, chanter faux, se tromper, oublier les paroles. Enfin, genre, t'as intérêt à accepter, avant de monter sur scène, que tout ça peut arriver et que c'est quand même OK. Donc... Pareil, quand tu fais une chanson et que tu la partages aux gens, tu as intérêt à accepter que les gens vont pas aimer et que c'est OK. Donc pour moi, ça c'est mettre son ego de côté. C'est ça la force, je trouve, d'un projet artistique. On s'est posé souvent la question de faut pas que ça tourne autour de ma personne, quoi. On se l'est dit plein de fois et c'est la première chose que je m'étais dit, ça ne doit pas tourner autour de moi. Mon histoire doit être prétexte à raconter autre chose, quoi. Donc je pense pas. Du coup... qu'on tombe dans un discours égocentrique du tout. Mais on y a veillé, quoi, aussi, tu vois. Ça, c'est clair qu'on y a veillé. C'est un fil... Bien sûr. Délicat, tu vois, qu'il faut prendre. Quand tu prends ce chemin-là, il faut... Exactement. Mais je pense que les gens, quand ils ne sont pas dans le milieu artistique et qui sont d'un regard extérieur, ils peuvent penser qu'on est très égocentrique en tant qu'artiste parce qu'on s'expose. Mais moi, je pense que souvent, c'est quand même bien le contraire, quoi. Mais en même temps, c'est notre matière, c'est notre terreau, quoi. Mais on doit le casser, on doit vraiment... T'écris une chanson, tu dois aller au plus profond de tes souvenirs, tu vois. Donc c'est comme une thérapie permanente de ton ego. Mais voilà, t'apprends aussi à le mettre de côté, à te dire « Ok, je fais plein d'erreurs, c'est ok. » Moi, je trouve ça trop cool. Hein. Franchement, faites de l'art, faites de la musique, faites des objets artistiques parce que ça fait grandir sur soi, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le montage et qu'on ne peut pas deviner en regardant le film ? Il y a des séquences qui sont quand même un peu plus complexes à monter. Il y a le montage de la journée entre femmes. Ces moments-là, c'est du one-shot, il y a plein de choses qui se passent ensemble. Et en fait, en montage, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est d'arriver à suivre le fil narratif en ayant un peu toutes les bonnes prises, en ayant tous les interlocuteurs. Ouais, tous les points de vue, quoi. Ouais, tous les points de vue. Et c'est vrai qu'on essaie comme ça... Je t'ai pas vu courir pourtant. Hein. J'ai discrétion. Le but, c'était de les avoir toutes et créer quelque chose d'assez intime et touchant. Et puis de jouer parallèlement à un moment donné dans le fait que tu chantes avec toutes ces femmes. Et puis que le chant amène vers la chorale enregistrée, et de jouer, on arrive progressivement... Ça passe vers un clip presque à ce moment-là. Ouais, au niveau en tout cas de la sonorisation, on arrive vers quelque chose d'un peu de... Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on voulait aussi dans le montage depuis longtemps, et je sais pas si ça se sent, mais qui est oui, des respirations musicales, des illustrations musicales de ce qu'on vit.
Et qu'on voulait illustrer un peu toutes les chansons de l'EP aussi, à notre manière. Elles y sont toutes. En fait, on voulait résumer même, je crois, à chaque... on s'est dit on avait de quoi... Une chanson par chapitre, quoi. Faire écho Parce qu'il y à avait chaque 6 chapitre. titres sur l'EP, 6 chapitres. Exactement. Et alors l'autre, qui était plus compliqué, je me permets de la montrer, parce que ça c'est un peu plus compliqué, c'est tu pars en résidence musicale... On avait 5 jours. Je t'ai suivi 2 fois plusieurs jours. C'était long, à des moments différents, 2 ou 3 fois. Ouais. Et donc moi je suis vraiment intervenu chaque jour, je suis venu régulièrement, etc. Mais en fait il fallait faire cohabiter toute la créa qui évolue, pouvoir rentrer dans des échanges entre les musiciens et l'évolution des histoires, morceau par morceau, parce qu'en fait on s'attaque sur plusieurs morceaux, du coup c'est un peu comme ça que j'ai réussi à... T'es torché la tête, quoi, là, un peu. En fait, il y a tout un moment donné où ça discute plus aussi, on est vraiment en studio avec Heureusement vous. que lui, heureusement qu'il fait le comique, hein. Parce que lui, il est bon, il te permet de faire la transition vers Antoine Rottier. Ah oui, il me fait des transitions. Il te fait des transitions incroyables. Il est très très drôle. En studio, il était vraiment très marrant. 1, 2, 3. Pour moi, il faut se rendre compte que c'est mon premier... j'avais déjà eu un band avant, mais là, c'était mon projet solo, j'avais tous mes musiciens avec moi. Moi, je pétais un plomb d'avoir des musiciens, donc d'avoir pas n'importe quel musicien. Mais tu vois tous ces moments de communion en fait, en groupe qui se discutent, qui sont là, qui se regardent, les axes caméra, et qu'en fait tout est du sens, on repart sur telle musique, Une seule caméra, quoi. Une seule caméra. J'avoue qu'en termes de montage, quand j'ai eu des heures et des heures et des heures de rush pour juste aborder la partie créa en résidence, il y a eu un moment donné, j'ai un peu paniqué, quoi. Sans blague. Je pensais que tu allais dire Lolo, l'interview, et en fait... Bah, pas tant que ça, parce que je comprenais rien. Ok, je demande pas. Non, on conclut là-dessus, c'est super. Peux-tu nous parler de la séquence avec Lolo, de la différence entre les attentes et la réalité de tournage? Eh ben, on dirait pas comme ça, parce que franchement, la magie du montage, quoi. Ce tournage était un peu chaotique quand même. Ce que je voulais, c'était remettre en scène des choses qu'il m'avait racontées toute ma vie. Et quand je dis que je suis retournée en Espagne pour savoir pourquoi il est parti, je sais pourquoi il est parti. Mais voilà, je veux qu'il le raconte cette fois-ci face à la caméra, quoi. On n'avait rien préparé, mais pour moi, il n'y avait pas besoin de préparer puisque toute ma vie, il m'avait raconté ces histoires-là. Et ce jour-là, on arrive expressément pour lui tirer les verres du nez. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que, d'ailleurs c'est 1 an avant qu'il décède, la manière dont il a parlé, tout ça, c'était décousu. Il ne le disait pas explicitement, mais genre, mais tu sais bien quand même, je t'ai déjà raconté 1000 fois, quoi. Pourquoi est-ce que tu veux encore que je te raconte ça? Et moi, je disais, mais oui, mais ça... Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ça marchait pas tellement que moi, je lui pose les questions. Je suis sortie un peu déçue de cet entretien parce que je me suis dit, tiens, les pépites qu'il m'a racontées plus jeune, toute sa vie, et j'ai pas réussi à les avoir telles quelles aujourd'hui. C'était un petit, voilà, un truc que j'ai pas super bien vécu, mais finalement, le montage a réussi à ne pas dénaturer du tout qui il est, parce qu'on n'a rien trahi. Mais on a dû retracer un peu un fil un peu cohérent parce que lui, il partait un peu dans tous les sens. Mais je suis très heureuse de l'avoir fait à temps aussi, d'avoir des images. C'est important, et voilà. Au montage et ce qu'on rend à la fin, je sens que ça ne trahit rien du tout à l'ambiance familiale de la maison. Toute ma famille l'a vu et tout le monde reconnaît. Tout le monde reconnaît mon grand-père, tout le monde reconnaît la manière dont on apparaît à l'écran. Je trouve que ça ne trahit pas du tout. Au contraire, ça restitue super bien l'ambiance familiale malgré tout. Ouais. Donc ça, c'est un gros soulagement parce que j'avais peur. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu penses que ce docu transmet aux gens en dehors de ce qu'on avait prévu d'y mettre? Tu sais, j'ai reçu... on m'a envoyé des messages qui me disaient « Punaise, j'ai vu le docu, ça m'a mis un peu les larmes aux yeux, je suis un peu ému. Ça m'a vraiment donné envie de me mettre en mouvement et envie de croire à mes rêves. » Et en fait, tu sais, la vie fait que... Voilà, bah, bref, beaucoup de gens n'osent pas franchir en fait ce palier où se donner le droit. Se donner le droit, se sentent pas légitimes. Il y a mille et une raisons en fait. Et je trouve que ce docu, qu'il donne une note d'espoir, mais de manière ultra simple. Ça avait quand même résonné chez les gens et qu'on s'en sorte de là avec une petite... De ouf. C'est le plus beau truc qu'on peut me dire à moi. En tout cas, je sors de ça et j'ai envie de faire parce que ça veut dire que tous les artistes qui m'ont inspiré avant pour me mettre en mouvement, parce que c'est eux, hein, beaucoup, hein, y a rien à faire, c'est les artistes, les autres qui sont avant toi, qui te donnent cette force quand même. Hein. Et la famille, l'histoire, mais de se dire que nous, on peut provoquer aussi ça, à petite échelle, hein, mais des fois c'est 1 ou 2 personnes et c'est déjà très bien. Moi, ça me rend pouf. Je me dis,
C'est ça, tout péter, tu vois. Ouais, Ça, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien, ouais. Ce documentaire a été réalisé parallèlement au lancement de ton projet musical. Il aborde sa naissance et son lancement aujourd'hui. Avec le recul, comment vois-tu le chemin que tu as parcouru artistiquement depuis ce docu? Wouh! Bah, j'ai tout pété, quoi. Non? Non, mais par contre, non, j'ai pas tout pété, mais... mais pour moi, à l'échelle de mon cerveau, oui. Franchement, oui, j'ai l'impression d'avoir tout pété. En tout cas, j'ai atteint des résultats. Et il y a eu énormément de choses qui ont dépassé mes attentes initiales. Donc, je ne pensais pas vivre du tout ce que j'ai vécu en 1 an. Parce que c'est 1 an, en fait, hein, tu vois, entre la sortie de l'EP et maintenant, il y a 1 an et demi maintenant. Toi, tu es venu avant que je sorte premier single et tout, quoi. Ouais. Donc, quand je suis sortie du placard. Tu as connu la sortie du placard. J'ai connu le 2e, 3e concert. Enfin, en tout cas, c'est là où on s'est arrêté. J'ai été plus loin parce que le docu s'est arrêté, évidemment, même Exactement. avant les scènes comme Esperanza. Moi, j'avais aucune attente sur ce truc. Je me suis dit, fais-le. Et c'était déjà une immense fierté de l'avoir fait. D'avoir réussi à la matérialiser, à créer une équipe, des gens qui me suivent. Mais du coup, je pensais qu'on allait jouer dans des bars, ce qui était très bien, tu vois. Pour moi, c'était déjà incroyable. Et en fait, on a fait 50 dates. Déjà, c'est énorme, 50 dates. Et on a reçu un accueil, j'ai vendu plein de CD. Enfin, tu vois, j'ai tout ce que je m'étais mis comme très bas, tout a fait x1000 dans ma tête. Donc, maintenant, c'est comment on continue. Ouais. Parce que forcément, quand tu as chaque fois après des retours incroyables, sans avoir mis d'attente sur la réception, bah, t'as envie maintenant, encore de plus. Ouais. Et c'est parfois du coup un plafond de verre qui est impossible à percer en musique. Ouais. Donc voilà, il va falloir trouver une zone maintenant où on reste quand même en dessous avec des attentes réalistes pour pouvoir toujours se surprendre. Trop bien. Petite question de vous. On nous a posé comment vous vous sentez par rapport à la diffusion au nombre de vues. Je trouvais que c'était une question intéressante. C'est un gros sujet, quoi, hein, chez les artistes. Les stats, quoi. Mais à ce stade, je ne me fie plus du tout à ça. Maintenant, quand il y en a, ça fait plaisir. Mais je sais qu'il existe ce docu, qu'il a existé en vrai. On lui a donné... On va donner une belle place en projection déjà. Ouais, donc ça c'est déjà... ce docu, il va être encore utilisé encore en diffusion publique. C'est encore quelque chose qu'on propose en booking. Donc ouais, pas de stress. Il aura la vie qu'il aura et c'est pas le résultat. Je travaille pas pour le résultat. Comment avez-vous enregistré le son qui a fait le mix du son? Eh bien, le mix, déjà, on peut dire que ça a été fait ici, au Wood Studio, par Maxime Moitieu. Exactement. Merci, incroyable. Maxime. Merci, Max. On a travaillé avec effectivement des micros, des claps. Zoom. Et puis moi, je t'avoue, des petits micros caméra. Petit matos, un peu run and gun de petits docu. À l'arrache. clairement à l'arrache. On avait bonne prise de son sur les scènes des musiciens quand même, parce qu'il y avait un bon zoom. Le zoom est de très bonne qualité. Là où il y avait des petites failles, genre on n'avait pas de zoom justement sur l'atelier avec les femmes, et ça a été une pièce qui résonnait à crever. Et là, du coup, le travail en post-prod a été efficace quand même. Il a quand même bien chipoté pour un peu... Yes. Faites vivre les AG sons. Comment avez-vous financé le docu? Est-ce que vous avez investi de l'argent dans la promo? Ah, alors ça, c'est moi la productrice. Hein. Ouais. Moi qui tiens l'argent. J'ai fait un appel à projet que j'ai obtenu, un futur pour la culture. C'était pour aider les artistes en période post-Covid. C'était le 3e appel. Ça finançait des résidences de création et tu pouvais avoir du multidisciplinaire. Donc, moi, en tout cas, ce subside-là, je l'ai utilisé pour la résidence de création du live qui a financé à 100% tous les musiciens. Donc, on a tous été payés pour créer The Live. Donc, c'était super de travailler dans ces conditions. Et le docu a été financé par ça, les jours de travail. Mais évidemment, les jours de travail de Sylvain et de moi-même ont explosé. On a fait x3, voire x4, non j'exagère. Tout le reste était financé par moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont auto-financées dans ce projet. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Le projet ne peut pas fonctionner que sur base de subsides, il faut des fonds propres. Les extras, c'est moi qui ai payé aussi le mix. Enfin, voilà, c'est toujours moi, c'est toujours ma poche, auto-productrice. Étalonnage, mixage. Étalonnage, mixage et promo aussi des événements. Promo. Et dernière question, est-ce que la réponse de ton grand-père t'a rempli
Considères-tu que ton devoir de mémoire est terminé, concrétisé? Vers quoi vas-tu aller maintenant? La réponse de mon grand-père ne m'a pas satisfaite ce jour-là. Mais tout ce qu'il m'a raconté tout au long de sa vie et de notre vie commune me remplit de joie, oui. Et je suis très satisfaite. Et mon travail de mémoire est terminé. Pour moi, il ne s'arrête jamais. Mon grand-père n'est plus là, donc voilà. Lui, il ne pourra plus me raconter ses petites histoires, malheureusement. Mais je pense qu'il m'a transmis assez que pour que moi, je continue. Ça ne s'arrête jamais, la mémoire, c'est en constant mouvement, quoi. Donc, j'ai encore plein de choses à partager avec les autres. Et c'est vers ça que je vais continuer à aller. Donc là, c'est une petite série de questions. Une petite interview flash. La scène que tu aurais aimé garder, mais qu'on a dû couper. Tu aurais aimé garder, mais qu'on a dû couper. Hein? Ah ouais, j'allais dire ça, ouais. Voilà. Moi, aucune, j'ai mis. Parce que pour moi, il y a tout, mais... Il y a tout. Et en fait, le lavoir d'Espagne, mais on a été tourné dans un vieux lavoir. Ouais, c'était incroyable. Okay. Ouais, le lavoir, un vieux lavoir dans un vieux village, un lavoir collectif, où les femmes allaient laver leur linge au centre du village. Et c'était un très bel endroit, mais ça va sortir, hein, ça. Ouais. Mais peut-être qu'on peut montrer une image, quoi. Oui, on montrera une image. Peut-être qu'on montrera une petite image. Mais cette chanson-là qu'on a tournée ce jour-là sera sur le prochain album. Ton moment préféré en off? Il y en a plein, donc premier qui me vient à l'esprit, je note. 2, 3. Oh. Non, moi, les apéros. Hein. Non, c'est vrai. Et moi, j'ai envie de dire les barres de rire en résidence. Ouais, mais c'était tous bien. Donc, moi, j'ai choisi le soleil. Ok, et moi, j'ai choisi la grisaille. On est parti en Espagne quand même, combien? La grisaille de Serein. On est parti une semaine. Une semaine en Espagne, donc quand même, c'était chouette, quoi, de se retrouver ensemble en Espagne. Ah, c'est trop bien. Le truc que tu as appris sur moi grâce à ce film. Ce que j'ai appris sur toi et ce que tu as appris sur moi. Il y a plein de choses. Ok, 1, 2, 3. Ah ouais. Je sais pas si c'est un truc très... Moi, j'étais toujours premier degré, moi. Et moi, je suis parti sur un truc plus premier La degré. fiabilité, on peut compter sur toi. Ce qui est rare c'est pas facile à trouver dans le métier quand on reste depuis longtemps. Quand tu t'engages à quelque chose, tu y vas. On est là pour ça. Et moi, j'ai appris qu'elle savait danser le flamenco depuis très longtemps. Super. Ah oui, tu dois aller aux toilettes? Non, je dois aller utiliser un truc. Ça marche pas. Si tu devais choisir une seule chanson du projet pour résumer ce film, ce serait quoi? Merde! J'ai failli, évidemment. Moi, je trouve que Puente, pour son texte, mais la raíz, quoi. C'est le centre de tout pour moi. Si le documentaire avait une couleur, ce serait laquelle? Ah ouais, ça t'étonne, hein? Ah ouais? Mais bon, rouge, parce que moi, je peux pas. Hein. Ben, figure-toi, moi, c'était plutôt bleu parce que c'est comme un étalonnage Ouais, dans lequel on est quand même plus parti, clairement, dans une tonalité bleue, c'est vrai. la mer, C'est vrai. la grisaille. C'est ma deuxième couleur préférée. Bah oui. Non, mais de ouf. Quel endroit d'Espagne t'as le plus marqué pendant le tournage? Ouais, yeah. Putain, Je maman. check. Putain, on en a un. Les montagnes. Les montagnes. Trop beau, les montagnes. À fond. C'est trop bien amusé ce jour-là et quand on est rentré, on s'est dit, wow, c'est trop beau. La séquence, Ouais. à fond. Je me suis vraiment dit, on a la séquence de début. Ouais. En ce moment-là. Ouais, c'était beau et moi j'ai dansé, c'était trop bien. Le trance. Incroyable. Lumière, Ouais. mood. Un pro, mais. Ouais, trop bien. Et puis le plan de Momo, il est incroyable. Le montage du générique, c'est un de mes moments préférés. Ça m'émeut à Exact. crever de voir la danse dans la montagne et moi petite. La scène du documentaire que l'autre préfère. Donc celle que je préfère, moi j'écris celle que tu préfères. Bah, ouais, Lolo quoi. C'est chapitre Moi, 6 quoi. Est-ce que j'ai raison? Ouais, Ok. Moi, exactement, c'est ma scène préférée. Ah, trop bien. Moi j'ai mis Lolo pour toi, donc tout le passage Lolo quoi. Bah C'est ouais, pas c'est une scène, mais. c'est clairement une de mes scènes préférées. Et surtout Clairement. celle où tu lui as fait son portrait. C'est Ah toi ouais, qui lui as demandé plan. le plan. Le plan. Le de Lolo. plan. Et moi, j'ai dit Bartolo à la fin. Oui, c'est mon passage préféré où il parle et on part de la maison et tu filmes les piments séchés, On vous entend au fond, on les nous oiseaux entend chantent. discuter de tout et de rien, quoi, et des choses de mon enfance. On arrive sur les vagues. Et on arrive sur les vagues.
Et Mouette. ça, c'est ce que j'adore. Tu filmes les citrons, tu filmes toutes les images de mon enfance, en fait. Ouais. De Côté un cette peu maison. texturé. Ouais, c'est trop beau. Le trait de caractère le plus fort de l'autre. 1, 2, 3. Je crois pas que c'est un trait de caractère, mais voilà. Yeah! Stylé. J'adore. Moi aussi, j'aime bien. Sensibilité pour Sylvain. Fédératrice pour Néna. Le mot qui résume votre duo. Le mot qui résume votre duo. Oh. Olé! C'est presque pareil. Stylé. C'est vrai. Conscience. Complémentaire, Fraternité, clairement. complémentaire, putain. Fraternel parce que c'était plus... La famille. Bah ouais, je te La parle pas confiance. comme je parle à quelqu'un que je travaille pas souvent. La confiance pour moi, c'est ça. Ouais, trop mignon. Putain, trop bien. Et moi, j'avais envie de te demander une chose. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer l'image qui résume pour toi le mieux le documentaire? Ouais, je sais, direct. C'est ça. Ok, putain. Parce Trop que beau. pour moi, c'est la famille choisie. Ça fait... J'aurais pas pu prendre le lot parce que le lot tout seul, même si c'est mon passage préféré, ça pour moi, ça dit tout quoi. Je capte. À toi. Et moi, je vais revenir sur le plan de Lolo. Ouais, mais ça c'est clair que c'est mon préféré. En termes esthétiques, ce plan-là, j'adore. Qui- Incroyable plan. Ouais. Regard. Et surtout qu'il l'a fait sans broncher. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est juste simplement un regard, mais je trouve que ça disait à peu près tout Ay, mi abuelo. dans ce documentaire. Que guapo. Voilà. Je suis trop émue de le voir là. Ouais. Merci pour avoir filmé si bien. Ben, avec grand plaisir. Hein. Ouais, t'es mon frérot maintenant à vie, t'as pas le choix. Tu fais partie des casse-pieds de Sanchez. Merci à Wood en tout cas pour cet entretien. Merci à Johan Spitz qui a mixé le premier EP, qui fait partie aussi de la famille La Race et qui nous prête généreusement ce lieu. Continuez à faire vivre ce lieu. À Et, fond. Qui sait que je reviendrai peut-être te suivre pour tes peut-être. prochaines aventures. Ça, c'est pas impossible. Mais Merci ouais. à toi en tout cas. Merci à toi, ouais. On espère que ça vous intéressera un peu d'aller un peu plus loin dans le docu. Nous, on en avait besoin, de toute façon. On avait besoin d'accoucher ce truc et de revenir dessus. À fond, merci pour votre écoute. Et aller voir le docu. Allez voir le docu, n'hésitez pas à le faire vivre, le partager. Le voir en famille, ce serait excellent. Franchement, moi j'ai des potes qui vont le voir en famille, je suis trop contente. À fond, n'hésitez pas à nous faire des retours et au Voilà. prochain projet, meuf. Meuf. La nena. Mec, Allez, on vous fait des gros bisous. Ciao!